en tout cas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler défonceuse ou en tout cas comment choisir sa défonceuse. C'est une question qui revient assez régulièrement sous mes vidéos ou en privé, etc. Alors comme vous le savez, je ne suis pas du genre à étudier des sujets, etc. Donc je vais vous partager mon expérience et les défonceuses que j'ai et que j'ai utilisées en essayant de vous montrer les avantages et les inconvénients des unes et des autres d'une part et surtout à quoi vous devez faire attention avant d'acheter une défonceuse et pourquoi. Alors la défonceuse, ça sert à quoi? En fait, la défonceuse, c'est très polyvalent quand on sait s'en servir, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire des feuillures, des rainures, des moulures, des chanfreins, on peut recopier des pièces d'une manière répétitive avec un certain gabarit, etc. Travailler avec des fraises à roulement. On sait faire énormément de choses avec une défonceuse. On peut l'utiliser donc à la volée, c'est-à-dire avec nos propres mains et l'utilisation donc à main levée. On peut l'utiliser d'une manière fixe en partie haute, qui est rarement utilisée, mais ça se fait. Et on peut l'utiliser d'une manière sous-table, un petit peu comme une toupie, avec d'ailleurs certaines fraises qui sont dédiées uniquement à l'utilisation sous-table. Alors l'idée c'est quoi? C'est de faire toutes les caractéristiques entre guillemets qu'une défonceuse peut avoir, les accessoires qui existent chez certaines marques et chez certains modèles pour que vous puissiez finalement faire votre propre choix une fois que vous êtes face à un rayon de défonceuse avant d'acheter celle-ci. Peut-être que cela vous donnera les armes pour faire votre choix. Allez, c'est parti! Alors, premier point à déterminer, c'est la puissance de la défonceuse dont vous avez besoin quelque part. Alors, entre 500 et 1000 watts, on va plutôt parler d'affleureuse. Donc ici, moi j'ai l'OFK 700, c'est une affleureuse. Certains appellent ça des petites défonceuses. Moi, je n'aime pas le terme défonceuse. Pourquoi? Parce que si vous l'utilisez comme défonceuse, il y a 9 chances sur 10 que vous allez soit griller votre moteur, soit aller au-delà des limites de la machine et donc à faire du travail qui ne sera pas cohérent par rapport à la finition que vous souhaitez. Donc en dessous de 1000 watts, déjà moi j'oublie, en tout cas en tant que défonceuse. Okay. Ensuite, on a les machines qui débutent de 1000 watts à 1200 watts. Donc par exemple l'OF 1010 ou la DeWalt 261K DW261, c'est ça? Donc la DeWalt DW261, 1200 watts, 1100 watts et donc 1100 watts et l'OF 1010, 1010 watts. Alors, ces deux machines-là, franchement, c'est des machines hyper polyvalentes, c'est-à-dire que vous allez très bien pouvoir faire du défonçage en prenant le temps. Si vous voulez par exemple faire un escalier, vous allez pouvoir le faire en plusieurs passes, donc vous ne serez pas limité au niveau du travail en termes de puissance, mais plutôt au niveau du timing, c'est-à-dire que pour défoncer un limon d'escalier, vous allez peut-être devoir passer en 2 ou 3 passes pour faire vos entailles, qu'avec une machine un peu plus puissante, donc au-delà de 1200 watts, je vais y revenir, vous allez le faire en une passe ou en 2 passes. C'est un petit peu la différence. Le fait qu'elle soit petite, vous allez aussi pouvoir travailler avec des plus petites fraises. Donc, plus petit le moteur est, généralement, plus vite la machine va pouvoir tourner. Donc ici, on va être sur 8000 à 24 000 tours minute. Je me demande même si la DeWalt c'est pas 26 000 tours minute. Et donc ça va vous permettre justement de travailler avec des plus petites fraises. Donc plus la fraise est petite, plus la vitesse de rotation devra être importante pour votre machine. Donc ça, bien garder à l'esprit, on va y revenir après. Donc vous pouvez faire du travail avec les fraises à roulement. Vous allez aussi pouvoir faire du travail avec bague à copier ou faire du défonçage un peu plus important. Donc c'est vraiment très polyvalent. Ensuite, on va passer sur les machines un peu plus importantes comme l'OF 1400. Il y a certainement les mêmes caractéristiques dans d'autres marques. Malheureusement, je n'en connais pas, donc je vais vous parler que de ce que j'ai ici. Là, on va partir sur une machine qui est beaucoup plus polyvalente, qui est évidemment plus imposante en termes de taille et en termes de poids. Par contre, là, vous savez tout faire. Donc, vous savez aussi bien travailler sur des petits travaux que sur des gros travaux sans devoir vous tracasser de la puissance de la machine. Donc, ça, c'est un excellent compromis. En tout cas, pour moi, j'ai commencé avec l'OF 1010. Donc, celle-ci, je pense qu'elle a 15 ans ou 16 ans. On avait regardé un petit peu la date, 2008 ou 2007. Je ne me souviens plus. Et celle-ci, je l'ai achetée 2 ou 3 ans après.
Et honnêtement, j'aurais dû acheter finalement celle-là dès le départ. Parce que aujourd'hui, je fais aussi bien des petites pièces que des grosses pièces avec celle-là. Parce qu'avec le temps, on attrape un petit peu de dextérité. Et donc, fatalement, on s'habitue. Et certains accessoires nous permettent aussi justement de travailler des petites pièces. Mais ça, je vais y revenir après, justement, au niveau des accessoires intéressants à vérifier qu'on a dès le départ de l'achat de la machine. Et puis alors après, on va passer sur les beaucoup plus gros moteurs, donc comme ici la Maffel, 2600 watts. Et là, on va vraiment travailler sur de la charpenterie, c'est-à-dire faire des queues d'aronde de charpente, faire des gros entaillages au niveau assemblage, comme je dis, de charpenterie. On sait fatalement faire tout ce qui est plus petit, donc escalier, etc. Mais on va principalement utiliser celle-ci en charpenterie. Donc ça, c'est vraiment pour les puissances des moteurs. Donc en dessous de 1000 watts, ça va être plutôt de l'affleurage et du détail, donc de la finition, etc. Faire des quarts de rond, ce genre de choses. Et puis entre 1000 et 1200 watts, ce sont des machines qui sont très polyvalentes et avec des plus petits formats où vous allez devoir vous y prendre en plusieurs passes quand vous allez travailler sur des plus gros travaux. Et puis entre 1200 et 2000 watts, alors là, vous avez des machines très polyvalente. La seule chose à laquelle vous allez devoir regarder, c'est justement la taille et le poids adaptés à votre utilisation. Et au-delà, donc comme je dis, là on est vraiment sur de la charpenterie pure. Okay. Alors maintenant, on va parler de la taille de la défonceuse qui correspond finalement à vos besoins. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est allé travailler plutôt sur des objets décoratifs, faire des petites boîtes, faire des planches à découper ou ce genre de choses, fatalement, vous allez privilégier une machine plus petite. Donc, comme je dis, moi, je resterai toujours au-delà de 1000 watts quoi qu'il arrive, mais par exemple, l'OF 1010, c'est vraiment une machine géniale pour ça parce qu'elle est petite, elle est compacte et elle est assez ergonomique à partir du moment où vous avez une poignée et un système de blocage fixe. Donc, moi, ça, je trouve ça génial. Maintenant, il existe probablement d'autres modèles dans d'autres marques qui soient petites et adaptées à votre travail. Si maintenant vous travaillez sur des pièces un petit peu plus grosses, comme par exemple la fabrication de tables, la fabrication de plus gros coffres ou bien des escaliers ou autres, on va passer sur une taille un peu plus importante pour justement avoir une machine dans laquelle on se sent vraiment à notre aise pour travailler sur des grosses pièces et avoir une bonne prise au niveau de la machine, que sur des plus petites machines comme ceci, on a tendance quand même toujours à être au plus proche du travail et donc ça reste quand même assez dangereux. La Maffel, par exemple, elle est beaucoup plus grosse et donc on va évidemment éviter de travailler avec ce type de machine sur des très grosses pièces. Okay. Maintenant, il existe des accessoires qui nous permettent justement de travailler avec des grosses machines, même en ayant des débordements. Donc, par exemple, ici, quand on arrive sur les coins des pièces, etc., la machine a tendance à basculer à cause de l'ouverture de la lumière. Okay. Et donc, il existe des accessoires. Donc, par exemple, ici, ça, c'est fonction de la marque et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de pouvoir comparer les marques et les machines objectivement. C'est tous les accessoires qui vont aller avec votre machine et qui vont créer cette différence. Par exemple, ici, on a une lumière d'un tel diamètre, on va y revenir après, mais par contre, j'ai une bague à copier qui vient se mettre dedans qui est pile poil à fleur de ma semelle. Ça veut dire que quand je retourne ma bague à copier, si je travaille avec des petites fraises, donc a priori, si je fais le contour ou la ceinture d'un élément, d'une petite boîte ou autre, je serai toujours avec une fraise sortante de ma lumière. Donc, j'ai une petite bague ici qui me permet de refermer la totalité de la lumière. Et donc, quand je suis ici en bout de travail, elle ne bascule pas puisqu'elle est directement positionnée sur sa base. Sur la OF 1400, donc, qui est beaucoup plus importante et donc avec une lumière beaucoup plus importante, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va avancer, hop, en effet, elle va basculer. Eh bien, on a une bague ici de copiage avec un filetage qui est fourni avec la machine et une autre ainsi que les systèmes d'aspiration qui vient se fixer ici dans la lumière et de nouveau qui réduit drastiquement l'ouverture et donc quand j'arrive en coin de travail, elle est maintenue et elle ne bascule pas, donc elle est vraiment maintenue sur toute sa largeur. Okay. Certaines machines en bénéficient, comme je dis, d'autres pas. Donc vérifiez selon les marques et selon les modèles si ça fonctionne ou pas. Sur la Maffel, par exemple, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que la lumière est assez
intéressante. Elle est plus petite par exemple que l'OF 1400, mais par contre on a cette bague qui vient se mettre à l'intérieur, de nouveau qui est à fleur vraiment de la tablette et donc fatalement donne uniquement cette ouverture-ci et donc une stabilité de la plateforme beaucoup plus importante. Alors sur la DeWalt par contre, la lumière est assez intéressante, elle a une belle ouverture, mais de base, la bague qui est fournie est encastrée dans le système et donc est plus bas. Donc ne permet pas justement de conserver cette stabilité jusqu'au bout. Si on la retourne pareil, on est à l'intérieur et il n'y a pas d'accessoire fourni pour réduire justement l'ouverture de la lumière. Ce qui veut dire que quand je vais arriver en bout de travail, eh bien ma machine sera instable de nouveau au niveau de l'ouverture. Donc un premier critère à regarder, finalement, c'est dans les accessoires fournis avec votre machine, est-ce que vous avez des bagues de fermeture au niveau de la lumière qui vous permet justement de réduire cette ouverture quand vous faites des travaux de finition. Donc comme vous avez pu voir ici, très petite machine qui de base finalement n'en aurait pas spécialement besoin puisqu'elle est déjà petite et donc assez maniable pour la maintenir. Ici, l'OF 1400 qui est une machine plus importante bénéficie d'une lumière hyper réduite avec la bague fournie. La Maffel, qui est encore plus grosse, pareil, bénéficie de ce genre de choses. Par contre, la DeWalt, lui, n'en bénéficie pas. Donc, c'est une machine, je pense, qui est très intéressante, mais c'est dommage, par exemple, que cette machine-là n'ait pas cet accessoire. Donc, quand vous allez acheter votre machine, regardez éventuellement à ce genre de détails. Ça peut faire la différence, surtout si votre idée est de travailler sur des petites pièces. Maintenant, on va justement vérifier la taille de la lumière. Donc la taille de la lumière, c'est l'ouverture ici qui permet à une fraise de passer. Et fatalement, en fonction du diamètre de la fraise que vous allez utiliser, vous allez avoir besoin d'une plus grosse ou d'une plus petite lumière. Alors, ne pensez pas que c'est parce que vous allez faire des petits travaux que vous allez toujours travailler avec des petites fraises. Pourquoi ? Ici, par exemple, c'est une fraise à onglet verrouillé qu'on va utiliser pour faire des petites boîtes décoratives. C'est une fraise qui fait, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. Donc, c'est une fraise qui fait 45 mm de diamètre. Okay ? Donc, si vous avez une lumière qui est inférieure à 45 mm de diamètre, vous ne saurez déjà pas utiliser cette fraise-là, par exemple, en la descendant dans l'ouverture. Donc, vous serez limité. Donc, vérifiez à ça. Mais, comme je le dis, si votre ouverture est très importante, pensez à vérifier qu'une petite bague de fermeture est fournie avec votre machine et qui revient à fleur de la semelle pour justement vous permettre de pouvoir travailler sur des plus petites pièces. Okay, donc, une belle ouverture de lumière, c'est intéressant. 50 à 55 mm, c'est vraiment bien. L'OF 1010, ici, pour vous donner une idée, elle fait 55 mm d'ouverture. C'est vraiment assez sympa. Et la OF 1400, elle, par contre, elle bénéficie d'une ouverture encore plus importante. Donc, elle fait 65 mm d'ouverture, donc c'est quand même une belle lumière pour travailler avec des fraises assez intéressantes. Okay ? Donc ça, c'est un point assez intéressant à vérifier. Ensuite, il faut avoir un vendeur qui vous permet de manipuler la machine. Déjà, ne fût-ce que pour son ergonomie, ensuite pour le poids, mais aussi surtout pour voir la qualité de guidage de vos coulisses. Donc une défonceuse, ça doit être facile au niveau de la descente de votre machine, de la remontée d'une manière assez simple, mais aussi du blocage. Donc quand vous allez descendre votre machine et que vous allez la bloquer, elle doit pouvoir tenir en position fermée. Okay ? Et d'une manière sécurisée. Il est hors de question que quand vous allez faire le défonçage d'une queue d'aronde, que vous avanciez et que votre machine remonte parce que le système de blocage n'est pas efficace. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, pour vérifier si votre machine sera en tout cas agréable et confortable à utiliser, première chose à faire, c'est vous devez pousser à droite et à gauche de votre machine et au centre et la machine doit descendre seule. Donc, si vous êtes obligé d'appuyer sur les deux côtés et qu'en appuyant que d'un seul côté, elle ne descend pas, voilà, déjà, vous allez être embêté au niveau du travail. Donc, en gros, moi, ici, j'appuie à droite, elle descend toute seule. J'appuie à gauche, elle descend toute seule. J'appuie au centre,
et elle descend toute seule. Donc ça, c'est une machine hyper confortable avec une valeur de coulissement et de descente vraiment intéressante. C'est-à-dire que je n'aurai jamais besoin de forcer comme un bœuf pour faire descendre ma machine quand je vais travailler et devoir la régler au niveau du positionnement de départ. Je vais faire pareil avec l'OF 1400, donc j'appuie ici à gauche, elle descend toute seule, j'appuie ici à droite, elle descend toute seule et j'appuie au centre et elle descend toute seule sans aucun problème. Alors j'ai Ethan qui est derrière comme témoin, je n'ai lubrifié aucune de mes machines avant de faire le test. Donc ici mes machines elles sortent de la boîte, je les ai installées pour faire la vidéo, je n'ai ni mis silicone, ni mis du WD-40 ou je ne sais quoi d'autre pour lubrifier mes machines. Elles sont de base comme ceci. Alors la Maffel, bon évidemment c'est une machine beaucoup plus imposante, je vais retirer la bague de truc, je vais la pousser ici au centre, elle descend toute seule, je vais appuyer ici à droite, là j'ai un peu plus de mal mais elle descend et je vais appuyer ici à gauche et là elle descend. Maintenant, de nouveau, ça reste une machine de charpente, mais comme vous voyez, elle descend très facilement. À droite, j'ai un peu plus de mal, en effet, mais c'est le genre de machine qui, généralement, va nécessiter l'utilisation des deux mains, en tout cas quand on travaille en charpente. Maintenant, alors, au niveau de la DeWalt, donc j'appuie au centre. Alors, je vais de nouveau défaire le système de blocage. Voilà, je la descends sans problème. J'appuie ici à droite, elle descend sans problème. Et j'appuie ici à gauche. Hop, là par contre, là je n'y arrive pas. Donc voilà, mais bon, ça reste quand même une descente relativement facile. Donc je dirais que ces 4 machines, en tout cas en termes de gamme, il n'y a vraiment aucun problème. Donc une fois qu'on a vérifié sur sa machine les coulisses, donc la facilité de coulissement de votre machine, on va regarder un deuxième critère, c'est la profondeur du logement qui va accueillir la fraise. Donc ici, au centre de votre machine, vous avez la partie où vous allez mettre la pince, d'accord ? La pince qui va accueillir la fraise. Eh bien, ici à l'intérieur, il y a une certaine profondeur qui vous permettra justement d'accueillir des fraises plus ou moins longues. Donc ici, par exemple, hop, je vais essayer de défaire, voilà, on a une queue de 8 qui fait 60 mm de profondeur et on a ici de nouveau une queue de 8 qui fait 30 mm de profondeur. Si maintenant la profondeur de logement qui peut accueillir la fraise ne me permet pas d'enfoncer totalement ma fraise dedans, c'est dommage pour non seulement l'utilisation de la fraise qui est profonde et le maintien de celle-ci, mais ça va m'empêcher des fois d'aller, si par exemple le logement ici est beaucoup trop important, que la fraise soit sous la semelle de la machine. D'accord ? Donc ça c'est à vérifier pour justement vous donner un confort de choix finalement des fraises que vous allez utiliser. Alors nous ici on a fait les vérifications au niveau du logement, donc on a pris un pied à coulisse, on est venu le mettre ici à l'intérieur. Voilà, l'OF 1400 par exemple, j'ai 28 mm de profondeur à l'intérieur du logement. Je vais passer ici à l'OF 1400, c'est celle qui a le plus profond, on est à 48 mm de possibilité de fraise. Hop, je revérifie, j'ai peut-être été... 47 mm de profondeur. La Maffel, ici, on va se situer sur une profondeur beaucoup plus petite. Ici, on est à 32 mm de profondeur. Et sur la DeWalt, elle, par contre, on est sur, voilà, on est par contre ici sur 37 mm chez DeWalt. Donc voilà, d'accord, donc on va dire entre 35 et 45, c'est vraiment l'idéal. En dessous, je pense que vous risqueriez d'avoir des problèmes. Et au-dessus, ça ne me pose finalement aucun souci selon la fraise que vous allez pouvoir acheter. Okay, donc ça, c'est un critère aussi à vérifier, c'est la profondeur du logement de la fraise. Okay. Alors, une fois qu'on a vérifié la profondeur du logement de la fraise, on va vérifier le type de pince qui est fourni avec la machine. Alors, aujourd'hui, normalement, il n'existe plus que ce type de pince.
Il y avait des pinces beaucoup plus basiques à l'époque. Si vous n'avez pas ce type de pince, sincèrement, virez la machine parce que dans le temps, la fraise peut partir. Et je peux vous dire que je l'ai vu il y a des années. Donc moi, la toute première défonceuse que j'ai eue, c'était mes parents qui me l'avaient offert, mais je pense qu'il y a une vingtaine d'années. C'était une rouge, je ne me souviens plus de la marque. C'était une défonceuse qui venait d'un magasin de bricolage et c'était la marque magasin de bricolage, mais je ne me souviens plus pour être tout à fait honnête. Et j'ai une fraise qui, en effet, est partie de la pince et pourtant j'avais bien serré à l'époque, mais ce n'était pas ce type de pince. Donc bien vérifier le modèle de la pince, donc ça doit ressembler à ce type de choses. Ok? Alors, je vais essayer de décoincer celle-ci pour vous montrer quand vous les ressortez. Voilà à quoi est-ce que ça va ressembler, le type de pince qui vient se mettre dedans. D'accord? Donc une fois qu'on a vérifié le type de pince qui existe, on va regarder les diamètres de pince disponibles avec votre machine. Donc si ce n'est pas noté sur la boîte, peut-être regarder sur Internet. Généralement, les pinces qui sont fournies avec les machines, c'est une diamètre 8, ce qui est le plus courant. Mais fonction de ce que vous allez faire comme travaux, vous allez peut-être devoir acheter des fraises diamètre 6, diamètre 6,35 par exemple. Moi, la fraise que j'utilise pour défoncer mes charnières, donc celle-ci, c'est du diamètre 6,35. Donc à ça, j'ai acheté un accessoire qui me permet de venir envelopper ma fraise pour pouvoir la mettre dans une pince de 8 parce que je ne sais pas, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé de pince de 6,35. Donc vérifiez ce qui est possible ou pas de faire avec votre défonceuse, mais l'idéal, c'est de pouvoir au moins avoir des pinces de 8, de 12 et de 12,7. C'est pour moi les fraises les plus courantes. 12,7 par exemple, moi j'en ai besoin pour mes fraises à queue d'aronde pour utiliser mon gabarit Lake, mais ça on y reviendra plus tard dans la semaine avec le système de défonçage sous table et le système à queue d'aronde et assemblage particulier. Ok ? Donc regardez les fraises disponibles que vous pouvez avoir en essayant d'imaginer que vous ayez toujours des fraises de diamètre des pinces au minimum de 8 et de 12 et la plupart et l'énorme majorité sont fournies avec des pinces de 8. Pour vous donner un exemple, la Maffel ici qui est une défonceuse de charpente, la pince qui est fournie avec la machine, c'est une pince de 8. Donc il n'y a pas de pince de 12 qui est fournie avec. L'OF 1400, elle est fournie de base avec la pince de 8 et la pince de 12 par exemple. Et j'ai racheté une pince de 12,7 pour travailler avec ce type de fraise, donc fraise à queue d'aronde bien spécifique pour mon système de queue d'aronde, tout simplement. Ok? Donc pensez à ça, les pinces, rien de bien spécifique, juste pensez ou vous assurez que vous pouvez avoir au moins des pinces de 8 et au moins des pinces de 12. Alors, au niveau des types de pinces, il existe aussi des systèmes un petit peu particuliers. Donc, par exemple, ici, c'est une fraise à queue d'aronde de charpente avec le roulement qui est directement intégré à la fraise et c'est un logement conique. Donc ici, c'est une tige conique qui vient directement s'emboîter dans le logement ici central de la défonceuse et il vient s'enchasser. Par-dessus ça, il vient tout simplement on vient simplement réinsérer l'écrou, voilà, tout simplement. Ça, c'est aussi des choses particulières. Il existe aussi également ce type d'adaptateur. Donc, c'est un adaptateur conique avec un embout fileté pour les fraises qui ont un logement fileté dessus. Ça existe aussi, il faut le savoir. Donc, vous pouvez aussi vérifier si votre défonceuse peut accueillir ce type d'accessoire. Okay ? Donc, sachez que c'est des choses qui peuvent s'acheter et se remettre par la suite. Okay ? Maintenant, on va passer à la caractéristique suivante qui pour moi est un point assez important, c'est la poussée ou la profondeur c'est la course quoi, la profondeur de passe. Donc ici, vous enfoncez votre machine et vous allez à fond de butée. Donc moi ici, je suis à fond contre ma plateforme. Je fais pareil sur toutes les machines. Et qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier justement la sortie de ma pince par rapport à la semelle de ma machine.
plus la pince va sortir, plus vous allez avoir une profondeur de passe possible. Et donc, par exemple, si vous travaillez avec la défonceuse sous table, vous allez gagner en hauteur de passe pour faire certains usinages, mais également en partie basse ici pour aller rechercher plus bas de la matière. Alors, on vient de faire les tests. Alors, comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, on prend un petit réglet, on vient le positionner sur la fraise, on vérifie au niveau de la hauteur de la semelle. Là, OF 1010, on est à 6 mm de ressortie de la bague. Ici, l'OF 1400, on est également à 6 mm de sortie de la pince par rapport à la semelle. La Maffel, on est 2 mm en dessous de la semelle, donc on perd en termes de hauteur par rapport à la semelle. Et la DeWalt, on est également 3 mm en dessous de la semelle. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, je vais faire des images. Donc là par contre, vérifiez sur la machine éventuellement que vous voulez acheter et vous vérifiez justement la hauteur de saillie ou la dimension de la saillie que vous avez au niveau de la pince. Certains fabricants vous mettent ça dans le mode d'emploi ou dans la notice ou dans les caractéristiques, d'autres pas, mais ça c'est un point pour moi assez important à vérifier. D'ailleurs, l'OF 1010, quand je l'ai acheté, c'était la machine qui avait la plus grosse sortie de pince du marché et c'est pour ça que j'ai acheté celle-là en tout premier, pour être tout à fait honnête. Alors, nouveau critère, c'est la forme de la semelle de votre machine. Alors ça, c'est une bêtise, ou c'est, en tout cas dans l'esprit de certaines personnes, ça peut être une bêtise. Pourtant, c'est quelque chose de super important. Souvenez-vous, la vidéo où j'explique dans quel sens on doit passer avec sa défonceuse, donc de la droite vers la gauche, en poussant sa machine, d'accord? J'expliquais que quand on utilisait une latte de blocage, on devait travailler avec la partie arrondi de la défonceuse pour nous permettre justement de faire pivoter la machine tout en conservant l'axe de la machine. Donc, votre défonceuse, c'est important de regarder que la semelle soit ronde ou ait un maximum de parties arrondies. Certaines défonceuses ont carrément la plateforme totalement ronde. Ça, c'est nickel, c'est vraiment parfait. Certaines personnes en ont peur en se disant « Ah, mais d'un autre côté, j'ai pas le côté plat ». Mais en fait, le côté plat, je le répète, il ne sert à rien. Une question a d'ailleurs été posée sur la communauté à ce niveau-là, où on pose à quoi servent les parties plates. En fait, les parties plates de la défonceuse, elles servent à rien, absolument à rien. Peut-être rassurer l'utilisateur au moment de la vente, mais c'est une fausse croyance puisque justement la partie plane, on ne l'utilise jamais, ou en tout cas on évite. Donc ça, c'est un point important. Donc ici, quand on voit de nouveau la OF 1010, on a quasiment la totalité en arrondi. Donc plus l'amplitude de l'arrondi est important, plus vous allez pouvoir faire pivoter votre machine et avoir une garantie de mouvement de votre machine. L'OF 1400, c'est pareil, c'est quasiment un cercle complet aussi. On a une grande partie plate ici, mais sinon le reste, on voit bien, on a deux parties arrondies. La Maffel, par contre, alors ça sera à mon avis le point suivant, c'est les options. C'est chiant de reprendre le câble quand on est habitué avec les systèmes de plug-it. On voit bien ici, par contre, qu'on a une petite partie à droite, une petite partie à gauche et deux parties planes. Donc par exemple, celle-ci, elle a un peu moins d'amplitude que par exemple les deux Festool au niveau de la plateforme et la DeWalt. Donc on voit par exemple de nouveau qu'on a un bel arc, mais qui aurait pu être un peu plus important, mais ça veut dire qu'il a quand même une belle amplitude ici de travail sur la partie arrondie et des deux côtés. Donc celle-ci, c'est pas mal aussi. Donc, la semelle, c'est quand même quelque chose d'assez important au niveau de la forme en tout cas, à veiller au moment de l'achat. Donc ça, c'était le critère suivant. Maintenant qu'on a parlé de la forme de la semelle, on va parler de la semelle en soi. Alors, première chose, c'est est-ce que votre semelle est vissée, comme ici, ou est-ce que votre semelle est collée directement? Alors, c'est une bêtise, mais le fait d'avoir une semelle vissée va vous permettre justement d'adapter d'autres semelles tout en conservant la profondeur de plongée. Admettons, vous voulez utiliser votre défonceuse sous table, plutôt que de devoir revisser à travers votre plaque et venir la mettre
avec la plaque qui était déjà existante, eh bien, vous allez démonter la semelle existante, venir la repositionner dessus et faire l'ouverture, donc la lumière que vous souhaitez par rapport à la fraise que vous allez utiliser. Pareil, si vous voulez mettre un contreplaqué, éventuellement pour réduire la forme de la lumière, comme je le disais, parce que votre machine, malheureusement, n'a pas d'accessoires fournis avec pour éviter la bascule quand on arrive en bout de passe, eh bien c'est pareil, vous pouvez retirer dans ce cas-là la semelle existante avec les vis et venir la repositionner. Est-ce que vous avez beaucoup de vis ou est-ce que vous avez 2 vis? Le fait d'avoir plusieurs vis va vous garantir justement d'avoir une semelle bien positionnée si vous voulez par exemple l'utiliser en sous-table. Vous avez 4 ou 5 points d'accroche, fatalement votre machine sera plus stabilisée ou mieux fixée avec 5 vis qu'avec 2 seules vis sous la plateforme. Donc ça c'est un point à vérifier. Donc ici on a 5 ou 6 vis. Donc l'OF 1010 c'est pareil. La Maffel, on a aussi toute une série de vis, donc c'est assez intéressant. Et alors la DeWalt, on a 4 vis, donc c'est assez intéressant aussi. D'ailleurs, Ethan a fabriqué sa défonceuse, en tout cas le système de défonceuse sous table chez moi, mais il y a quelques années maintenant. Donc elle fonctionne très bien sous table et à la volée. Okay, donc ça c'est un point assez intéressant aussi à vérifier, c'est comment est-ce que la semelle est installée sur votre machine. Okay. Alors maintenant on va parler de l'ergonomie qui finalement a un rapport direct avec la sécurité d'utilisation de votre machine. Donc par exemple, ici j'ai une poignée où j'ai ma main pleine qui est dedans, où je ne sais pas me tromper intellectuellement par rapport au bouton. Le bouton est d'office au niveau de la poignée. Ça veut dire que j'ai ma poignée de guidage et le bouton pour allumer la machine et éteindre la machine. Ensuite, je pousse ma machine et uniquement avec ma main gauche, je sais bloquer la remontée de ma machine. Ça veut dire qu'au moment de l'utilisation, je lance ma machine, je la descends, je la bloque tout en conservant mes mains là où elles sont au départ. Je ne dois pas bloquer ou descendre, retirer ma main d'un endroit pour aller appuyer sur un système de blocage, etc. Ça, c'est super intéressant à regarder et super important en termes de sécurité. Essayez que votre machine ait la possibilité d'avoir toujours vos 2 mains au même endroit et faire toutes les tâches que vous devez faire. Donc, démarrer la machine, bloquer la machine, éventuellement régler la vitesse, mais ça se fait avant, et avoir le système de blocage. Ça, c'est super important. Donc ici, j'ai la poignée à droite, je bloque. Au niveau ergonomie, ça, on aime ou on n'aime pas. Certaines personnes préfèrent 2 poignées comme ici, on va y venir, et d'autres préfèrent, par exemple, une poignée comme ceci. C'est une question, ça, personnelle, et aussi d'habitude. Au départ, c'est un petit peu surprenant d'avoir une poignée, entre guillemets, complète sur la Festool, mais on s'y fait très vite. En tout cas, moi, je m'y suis fait très vite. Mais ce que je trouve intéressant, c'est j'ai ma poignée, je sais appuyer, démarrer, ma machine est bloquée, je sais descendre et bloquer ma hauteur avec mes 2 mains toujours au même endroit. Il existe certaines machines où en fait quand vous allez descendre, vous devez aller appuyer sur une petite patte ou relever une petite patte pour bloquer votre machine. Voilà, c'est des détails mais qui apportent non seulement de la rapidité dans votre travail, mais en plus une sécurité supplémentaire puisque vos mains restent tout le temps au même endroit au niveau du travail. Donc ici on voit la Maffel, j'ai ma plongée et de nouveau je bloque ici à gauche tout en travaillant. Je remonte, par contre là j'ai un seul bouton, ouverture, fermeture, mais je n'ai pas de sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que si je lance la machine, je suis mal éveillé ou je vais cogner contre le bouton, la machine va démarrer sans avoir à appuyer sur un deuxième bouton. Ici, par exemple, sur la Festool, j'ai un bouton ici et celle-ci pour la faire démarrer et la bloquer. Pour la faire démarrer, j'appuie ici évidemment, mais dès que je relâche, la machine se coupe. Ici, j'ai appuyé sur A. Je peux relâcher, je peux faire ce que je veux, elle ne va jamais se couper. Donc si involontairement j'ai appuyé dessus, elle va continuer. Que celle-là, par exemple, dès que je lâche, elle se coupe. Okay, c'est des détails, mais ça fait beaucoup. Donc au niveau par contre de l'utilisation, j'ai lancé ma machine, elle tourne, super, je la descends dans la plongée souhaitée et je bloque. Aussi intéressant, c'est qu'il faut être certain que votre plongée soit efficace. Ou en tout cas votre interdiction de remonter, comme on dit, soit efficace. Imaginez, vous usinez une queue d'aronde, il est hors de question que
pour je ne sais quelle raison, vibration haute, votre machine remonte, votre queue d'aron non seulement est flinguée, plus la sécurité qui va avec, la machine qui part. Donc il faut avoir un système qui, quand vous bloquez, fonctionne très bien. Regardez au niveau de l'achat, si justement le système vous semble efficace au niveau de l'achat d'une part, mais vous dire, ok, dans 6 mois, ça tiendra toujours aussi bien. Okay. Donc par exemple, la DeWalt, ce qui est génial, c'est qu'il est obligé d'appuyer ici et là. S'il ne fait pas aller les deux, il ne sait pas la démarrer. Ça, c'est une chose. Ensuite, il suffit d'appuyer vers l'avant. Elle est bloquée. Pareil, donc là, elle est en fonctionnement. Il descend sa machine, il la bloque et il a un système nickel. Toujours en conservant les deux mains sur la machine sans se tracasser. Il descend, il bloque, il remonte, il arrête et il appuie sur son bouton. L'affaire est faite sans devoir aller appuyer à un autre endroit, aller mettre une pièce. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Je ne sais pas si c'est assez clair parce que malheureusement, je n'ai pas d'exemple et de machine avec un système de blocage qui est dissocié des poignées de guidage, mais ça existe. Ces machines-là, je vous déconseille de les acheter clairement parce que ça amène non seulement une insécurité, mais en plus, ce n'est pas intuitif. Okay. Alors ensuite, ça va être les bagues de copiage qui vont être fournies avec votre machine et les possibilités de mise en place au niveau de la précision. Par exemple, ici, on va partir sur l'OF 1010. On a une bague de copiage de 20 mm, je pense, qui est fournie avec. Non, c'est 16 mm, pardon. 16 mm, donc la bague de copiage, c'est le diamètre extérieur de la bague, 16 mm. Alors, on m'avait posé la question, c'est quoi les bagues de copiage idéales? Bien, en fait, moi, j'en utilise que deux, c'est-à-dire 16 mm et 30 mm. 30 mm, c'est passe-partout parce qu'on peut mettre un peu toutes les fraises à l'intérieur. Maintenant, si vous travaillez des pièces avec des angles assez fermés, plus la bague est petite, mieux c'est évidemment, puisque le diamètre de la bague va vous limiter dans les formes qui sont assez serrées. Donc, de nouveau, fonction de ce que vous allez faire, est-ce que vous travaillez plutôt sur des grandes courbes comme ceci? Une bague de copiage de diamètre 30 fera très bien l'affaire. Si maintenant vous travaillez sur des angles assez aigus et fermés, une bague de 16 est bien, voire des fois plus petite si ça existe. Je pense qu'il existe des bagues de 10 pour travailler avec des fraises beaucoup plus petites, donc de diamètre 6 ou de diamètre 8. Mais ça, à vérifier, il y a aussi des choses à adapter. Ce qui est intéressant par contre, c'est l'option d'avoir le cône centreur. Par exemple ici, quand je viens mettre ma bague à copier donc, sur la semelle de l'OF 1010, j'ai un petit mouvement et j'ai du jeu au niveau de ma bague de copiage. Donc, comment être certain que ma bague est parfaitement centrée par rapport à la fraise qui va être mise dans la pince? C'est quand même assez important quand on veut faire un travail de précision que la distance qui entoure ma fraise soit identique. Donc, quand je viens insérer ma fraise dedans, je peux y mettre un cône de centrage. Donc, chez Festool, ils ont un cône de centrage qui vient se mettre dans la pince et qui permet donc de centrer la bague de copiage. Et une fois que celle-ci est centrée, alors on vient visser dans ces logements. Une fois que c'est fait, on retire le cône de centrage et on vient installer donc la fraise dans la pince et on est certain que la distance est respectée. Alors, le cône de centrage Festool fonctionne fatalement sur toutes les machines avec une pince de 6 ou une pince de 8, d'accord? Et par exemple sur l'OF 1400, ce sont des bagues qui sont à clipser. Donc on vient clipser la bague directement dedans et là vous n'avez pas la possibilité de la recentrer si elle était décentrée en rapport à la pince de la machine. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous avez un cône de centrage et au moment de l'achat, vous recevez votre machine, vous venez positionner votre cône de centrage dedans et vous vérifiez si votre cône est centré par rapport à la bague. Si c'est le cas, tant mieux. D'office, il n'y a pas de jeu, donc c'est clipsé, ça fonctionnera à tous les coups. Si maintenant votre bague de copiage n'était pas centrée par rapport à votre pince en utilisant un cône de copiage, dans ce cas-là, malheureusement, il n'y a qu'une seule solution, c'est renvoyer votre machine au SAV. Mais pourquoi pas, quand vous recevez votre machine, demander à vérifier avec un cône de centrage chez votre vendeur si la pince est bien centrée. Je parle de l'OF 1400 parce que c'est le cas clipsé.
Je ne sais pas s'il existe d'autres machines ou d'autres marques avec des bagues de copiage à clipser, mais c'est un point assez important à vérifier si vous voulez faire un travail de précision. Moi, elle est parfaitement centrée, donc je vous montrerai ça en image et tout va bien. Donc ça, c'est pour les petits accessoires assez intéressants à avoir pour vérifier et positionner vos bagues de copiage. Ensuite, il y a les accessoires d'aspiration. C'est peut-être un point qui est négligé au départ, mais qui est intéressant et important parce que la défonceuse, c'est une des machines qui fait le plus de poussière fine d'une part, mais poussière tout court et qui part dans tous les sens. Donc moi d'ailleurs, généralement, quand je fais des travaux à la défonceuse d'une manière répétée, je mets un tablier parce que sinon je me retrouve avec des copeaux dans les poches, etc. Donc j'ai tendance d'ailleurs à ne pas les utiliser suffisamment, je le reconnais clairement, mais c'est intéressant d'avoir un bon système d'aspiration. On ne le met pas souvent par fainéantise, en tout cas moi c'est mon cas, mais dans tous les cas ils sont adaptés même en plongée globale. Donc des fois je trouve l'excuse de me dire je ne le mets pas parce que je suis embêté en plongée globale, mais si je l'installe avant de faire ma plongée, il n'est pas gênant et il fonctionne, et ce sur toutes les machines. Alors, chez Festool, par exemple, on a sur l'OF 1010 une petite bouche d'aspiration ici sur le côté et un capot en partie basse donc qui permet de récupérer les copeaux. Quand on travaille, par exemple, voilà ici en affleurant, on va affleurer notre pièce, et bien ici les copeaux vont être récupérés par la petite coupole qui est en dessous et aspiré par l'intérieur directement. C'est assez efficace. Sur l'OF 1010, c'est encore plus efficace puisqu'on a un capot ici qui se referme en partie haute, donc qui coulisse et qui se referme en partie haute, et la partie basse, pareil, qui est communicative et donc ressort assez facilement. De nouveau, quand on travaille en bord de planche, et en bord de planche, c'est souvent là que ça fait le plus de copeaux. Quand on fait une rainure en plein bois, ça aspire mieux, ça bouchonne, mais en tout cas, ça ne part pas. Tandis que quand on est sur les bords, généralement, ça fait plein de poussière fine, et installer ce genre de petit accessoire, c'est intéressant. De nouveau, quand vous allez voir l'état de mon capot, vous allez voir que je ne le mets pas souvent, mais c'est une erreur de ma part. Et donc, si vous avez la possibilité de le faire, surtout si vous travaillez dans un petit atelier, faites-le parce que ça évite quand même pas mal de poussière. Chez Mafel, par contre, on a uniquement le capot plastique comme on peut la retrouver sur l'OF 1400 et on n'a pas d'accessoire en partie basse pour récupérer les copeaux. Et sur la DeWalt, vous allez voir, il y a une spirale plastique sur le dessus qui, à mon avis, est efficace et le copeau est aspiré par le tube donc de descente de la machine, et c'est assez intéressant, mais comme je le disais, le petit inconvénient c'est qu'à cause de ce capot, on n'a pas de visibilité au moment du réglage de la machine. Alors maintenant on va parler des guides parallèles qui sont fournis avec la machine et les différentes possibilités d'options fournies en fonction des fabricants ou autres. À vous ensuite de vérifier si vous avez ces possibilités ou pas. Ok. Alors, première chose, il y a certaines machines où vous avez le guide parallèle fourni avec les tiges qui sont fixes. Ce n'est pas le cas ici parce qu'elles sont toutes démontables, mais certaines machines ont les tiges ici qui sont fixes. Ça, je vous le déconseille vraiment parce que ça vous empêche finalement de pouvoir jouer avec vos tigelles comme ceci et vous permettre d'avancer ou reculer les tiges en fonction des serre-joints éventuellement à positionner sur votre pièce, et quand les guides sont gênants ou les tiges sont gênantes, vous pouvez les avancer ou les reculer en fonction de aussi bien à droite qu'à gauche. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez les parties ici sur l'avant du guide plastique qui sont soit démontables, soit fixes. Donc dans ce cas-ci, elles sont fixes et elles sont clipsées sur l'arrière. Ça, de nouveau, évitez si vous avez la possibilité parce que ça vous empêche finalement de refermer la lumière sans devoir vous-même ajouter une pièce supplémentaire à votre guide. Si vous avez la possibilité d'avoir un guide comme ceci avec des vis sur l'avant qui vous permet de refermer la lumière comme c'est le cas ici ou de l'ouvrir, c'est quand même assez intéressant quand on arrive en bout de pièce et qu'on doit passer de l'autre côté pour éviter de rentrer dans la pièce et la lumière, vous allez dévier avec votre machine. Donc ça, c'est un détail qui peut être assez intéressant à vérifier. Ensuite,
certains guides, comme celui-ci, sont pourvus donc d'une fourrure pour l'aspiration. C'est assez intéressant. Des fois, ça peut être un peu gênant. Voilà, ici sur l'OF 1010, c'est fourni, mais sur toutes les autres machines, à part la DeWalt apparemment, qui en a aussi, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est des fois assez quand même intéressant d'avoir ce genre de choses. Donc, petit bémol ici, moi, je ne sais pas jouer sur la lumière. Il existe aussi éventuellement des accessoires pour travailler avec les rails. Donc, comme vous le savez, chez Festool, avec les machines plongeantes et d'autres machines, il y a un rail fourni. Eh bien, ici, il existe un accessoire qui nous permet donc de travailler avec les rails Festool. Donc cette petite pièce vient se loger sur le rail, il est positionné dessus et on sait venir coulisser la pièce sur le rail. Donc c'est assez simple, assez sympa. Ça nous garantit aussi le fait de ne pas dévier à gauche ou à droite quand on n'est pas certain du sens d'usinage. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une petite vidéo sur justement le sens d'usinage ou comment utiliser sa machine en avant, en arrière, à gauche, à droite en fonction des différentes situations. Eh bien, si les personnes ont tendance à l'oublier, ce type d'accessoire peut toujours être assez intéressant. Ensuite, il existe les réglages micrométriques. Donc, ici, sur l'OF 1400, on a un réglage micrométrique qui nous permet de bloquer le guide. Une fois le guide bloqué, en jouant ici avec la molette, on sait avancer ou reculer. Donc, on défait la molette ici sur l'arrière. On sait avancer ou reculer la machine uniquement en jouant avec la petite molette ici sur l'avant, vers l'avant ou vers l'arrière pour être réglé au dixième de millimètre. Un truc aussi assez intéressant avec cette molette, c'est qu'il y a des numéros et des graduations qui nous permettent donc d'avancer au dixième de millimètre. D'autres sont plus rudimentaires, comme sur la Maffel, où c'est une simple vis ici en bout qui nous permet d'avancer ou de reculer le guide. Ça fonctionne très bien, mais c'est beaucoup plus rudimentaire. Sur le système de la DeWalt, c'est exactement la même chose que la Festool. Vous avez donc les graduations qui vous permettent d'avancer ou de reculer au dixième de millimètre avec les petites graduations sur le guide au même titre que la Festool. Donc ça, c'est des accessoires et des options qui sont quand même assez intéressantes parce que ça vous permet, une fois votre fraise droite par exemple, d'installer, de ne pas commencer à jouer un peu plus, un peu trop, on ne sait jamais trop. On bloque à quelques dixièmes de millimètre de notre trait et on sait jouer donc avec cette petite molette pour venir s'aligner pile poil à l'endroit où on le souhaite. Donc ça, c'est pour les guides parallèles, les possibilités et les choses qui sont intéressantes à avoir. Ensuite, il y a aussi les parties, les tiges. Donc chez Maffel par exemple, la tige est plate. Donc ça permet d'avoir une meilleure fixation au niveau des vis, mais la plupart des fabricants ont des tiges arrondies. Donc pareil, si vous avez la possibilité éventuellement d'avoir des tiges plates et que c'est une machine qui vous plaît, que vous hésitez entre une et une autre, voilà, ça peut être aussi un détail qui peut guider votre choix. Ok, voilà, on a vu les guides parallèles. Maintenant, dernier point assez intéressant, c'est les guides de profondeur ou les butées de profondeur. Donc il existe plusieurs systèmes avec réglage micrométrique ou non. Là de nouveau c'est du confort de travail, même si généralement pour les butées de profondeur on utilise la pièce qu'on va devoir encastrer avec. Le guide de profondeur c'est toujours un petit peu utilisé d'une manière quand on doit faire du dégrossissage ou autre, mais ce n'est pas pour moi un ustensile de précision. D'accord ? Donc, les butées de profondeur, généralement, elles sont munies de 3 tiges, donc il y a 3 positions. Certaines sont réglables, d'autres non. Par exemple, que ce soit les deux Festool ou la DeWalt, on a des petites vis avec donc une entaille au-dessus pour y insérer un tournevis qui permet de descendre ou monter la butée pour pouvoir, par exemple, passer en 3 passes. Donc on va installer notre première passe sur la butée intermédiaire, par exemple, quand on a 2 passes, et on fait pivoter pour venir sur la butée inférieure, redescendre la machine et gagner 5 mm. Donc en général, on essaie de faire 5 mm de passe maximum par usinage. Et donc ces butées de profondeur-là sont faites pour ça, c'est-à-dire qu'on va d'abord régler la profondeur maximum et puis on va
utiliser la première butée, faire notre premier passage, sans devoir retoucher au réglage, on pivote la butée et on vient en contact avec la seconde butée, tout simplement avec le blocage. Le réglage micrométrique ici va nous permettre justement d'ajuster éventuellement une profondeur en fonction de l'usinage qu'on a à faire. Donc ici, par exemple, sur le F1010, vous voyez, vous avez de nouveau les graduations au dixième de millimètre. Sur la OF 1400, idem, même chose, vous avez les graduations au dixième de millimètre. Et alors, sur la Maffel, par contre, de nouveau, c'est un système un petit peu plus rudimentaire avec ici une vis qui permet d'aller en butée contre la partie basse, donc les trois butées différentes. Celle-ci, par contre, n'est pas munie de vis à l'intérieur des fourreaux. Par contre, la DeWalt, comme vous pouvez voir, comme les Festool, vous avez les trois vis de réglage. Alors, au niveau des petites plateformes de réglage, donc de butée de profondeur, il faut essayer de regarder que vous n'ayez pas de jeu. Donc ici, vous voyez, sur la DeWalt, il n'y a vraiment pas de jeu, donc ça ne bouge pas. C'est même un peu difficile, je trouve, à la faire tourner, mais c'est mieux, parce qu'au moins vous êtes certain de ne pas avoir de jeu et de vous garantir la même butée, puisque c'est simplement une tige droite qui vient se positionner dessus, tout simplement. Donc voilà, rien de fou. Ici, sur la DeWalt, on a de nouveau un réglage micrométrique ici sur la tigelle elle-même, qui a une petite vis ici en partie basse. Et vous avez donc le réglage ici, avec une petite molette qui part de 0 à 15 mm, 20 mm, de 0 à 20 mm, donc directement. Ça, je trouve ça assez sympathique, sans devoir monter, descendre, avec la tigelle qui descend toute seule. Ici, je trouve ça assez sympa, ce petit réglage. Et alors, la petite vis ici au-dessus qui permet de monter ou descendre, la vis sans fin qui se situe à l'intérieur du fourreau. Voilà, donc au niveau des réglages, voilà un petit peu ce qui existe. On a toujours évidemment la latte graduée, comme on peut voir ici, sur la Maffel. Donc on vient descendre notre graduation, on vient remonter et moi voilà, je trouve que ce n'est pas le truc le plus précis du monde avec tout simplement une petite pièce de blocage. Voilà. Alors dernier point important pour moi, c'est le rangement et la facilité d'utilisation. J'y reviendrai sur un autre sujet par rapport au système Festool et le Plugit, mais il n'y a pas photo, on s'est fait la remarque quasiment tout le long de la réalisation de cette vidéo, c'est les câbles. Il n'y a rien à faire, je n'en démordrai jamais, mais le système Plugit de chez Festool, c'est quand même un plaisir total. La machine, je la prends, je vais où je veux, j'ai pas de câble qui va. Ici, même pour la présentation, voilà, je prends la machine, je pars. Là, on a toujours 3 mètres ou 5 mètres de câbles qui traînent un petit peu partout. Je trouve ça quand même sacré confort, cette histoire de Plugit. Quand on est sur chantier, on a un Plugit qui est fixé sur notre allonge et on peut utiliser la défonceuse, la scie circulaire, la scie sauteuse et je ne sais quoi d'autre comme machine avec un seul Plugit sur chantier qui est branché à la prise ou à un multiprise et on a juste la machine à prendre, la brancher sur le Plugit et on redébranche, on bouge la machine. Quand on travaille avec des machines filaires avec un câble permanent, eh bien, j'ai la défonceuse Maffel, j'ai la scie circulaire Maffel, j'ai la scie circulaire Maffel, je vous les montrerai en image. Eh bien, on se retrouve avec 3 câbles qui, au bout d'une heure ou deux sur chantier, sont entremêlés entre eux, on se prend les pieds dedans, etc. Donc ça, par exemple, c'est un sacré confort chez Festool. Ce n'était pas spécialement l'objet de la vidéo par rapport aux défonceuses, mais si vous n'avez aucune défonceuse, ça peut être aussi un argument à prendre en compte, c'est le confort de travail sur chantier, en tout cas si vous êtes professionnel et que vous allez régulièrement sur chantier. Et dernier point, c'est tout simplement le rangement des machines. C'est beaucoup plus facile de ranger en atelier vos défonceuses ou peu importe l'outillage quand c'est bien rangé dans sa boîte. Donc ici, chez Festool, ça reste quand même aussi une de leurs marques de fabrique, c'est les Systainer parfaitement adaptés avec tous les accessoires et bien rangés. Ensuite, on a aussi des petits mousses pour bien bloquer notre machine et garantir qu'il n'y ait aucun mouvement de la machine dans le Systainer. Je vous montrerai après à l'intérieur. Il n'y a rien qui barloque dans le Systainer, donc je vais laisser ouvert. Ici, Maffel, pareil, on a un Systainer
qui est identique. Je vous montrerai l'intérieur et vous allez voir que c'est évidemment un petit peu moins pensé ou en tout cas moins abouti que chez Festool. Et puis alors chez DeWalt, je trouve ça assez sympa, la boîte qui est fournie avec au niveau robustesse, etc. Par contre, au niveau du rangement, vous allez voir, c'est encore finalement en dessous que chez Mafell, puisque c'est tout simplement la machine est introduite à l'intérieur et tout est un petit peu mis l'un sur l'autre. Okay, voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. On a fait un petit peu le tour des 4 machines que j'avais à ma disposition. J'espère que ça vous aura donné quelques informations sur le choix de votre future défonceuse. Alors, je sais que certaines personnes vont me dire oui, mais enfin, ça coûte 600 €, oui, ça coûte 800 €, oui, ça coûte 1000. Moi, j'ai un budget de 100 €, 200 €. Ok, je n'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, je vais vous citer le prix des machines que je vous ai présentées. Vous avez évidemment la possibilité d'acheter des défonceuses beaucoup moins chères, mais regardez à ces différents détails dont je parle. Vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir autant d'accessoires et d'avoir autant d'options avec votre défonceuse, mais certains points sont importants à prendre en compte. Je pense que je les ai cités, comme la puissance du moteur, l'ergonomie avec les systèmes d'alimentation et de fermeture de la machine, les différentes possibilités au niveau des pinces et la facilité d'utilisation des guides fournis avec la machine qui vont quand même vous permettre d'utiliser votre machine d'une manière intéressante. Si vous allez acheter une machine qui va vous coûter 50 € et puis qui finalement, après 3 utilisations, vous allez être très déçu de vous dire « Ah, je suis un peu embêté, ça ne va pas, ça ne tient pas, ça clicote, etc. » Eh bien, vous allez peut-être acheter une deuxième à une centaine d'euros qui va vous amener directement à 150 € pour les 2 machines et puis peut-être une troisième parce que celle-là ne vous convenait pas, etc. etc. Et au final, vous allez acheter 3-4 défonceuses qui vont vous coûter peut-être 400-500 €, alors que si dès le départ vous aviez acheté une machine par exemple comme la DeWalt qui est à 400 € hors TVA, eh bien elle conviendrait très bien à votre utilisation aussi bien en fixe que en sous-table avec toutes les capacités et tous les avantages qu'elle peut offrir. Donc, des fois, c'est un petit peu à réfléchir. Je parle de DeWalt, mais ça pourrait être une autre marque. C'est parce que je n'en ai pas d'autres sous la main de nouveau. Donc, gardez quand même ça à l'esprit. Donc, pour vous donner une idée quand même un peu de budget, parce que c'est souvent ce que les gens demandent. Donc, la OF 1010, aujourd'hui, elle se situe à... Donc, elle se situe à plus ou moins 600 € hors TVA. La OF 1400, elle se situe dans les environs de 780 € hors TVA. La Mafell, on est à plus de 1000 € hors TVA. Et pour la DeWalt, donc, comme je le disais, à plus ou moins 400 € hors TVA. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo parce que je n'ai peut-être pas tout dit. Moi, c'est des vidéos que je ne prépare pas. Donc, quand je dis je ne prépare pas, j'ai sorti mes machines. Je vous parle de la manière la plus simple, ce à quoi vous devez regarder. J'ai sans doute oublié certains détails, mais l'idée, c'est de vous donner un maximum d'informations que moi, j'ai dans ma tête plutôt que d'avoir été chercher de nouveau sur un forum ou autre chose. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. J'ai peut-être les réponses à vous apporter. Donc, la prochaine vidéo, ça sera quelles fraises sont, à mon sens, indispensables à utiliser avec vos machines et les fraises qui peuvent exister, comment les utiliser, c'est-à-dire à quelle vitesse de rotation vous devez utiliser telle fraise ou telle fraise, parce que contrairement à ce que certaines personnes disent, on ne doit pas toujours mettre les défonceuses à vitesse maximum en fonction des petites fraises. Ce n'est pas vrai. Il y a des vitesses d'utilisation à respecter en fonction de la matière à usiner, de la dimension de la fraise et du profil à usiner. Donc ça sera la prochaine vidéo. Et puis, on fera une vidéo sur l'utilisation de la défonceuse sous table avec mon système sous table que je vous présenterai. Et ensuite, on pourra éventuellement présenter mon gabarit à queue d'aronde, donc à utiliser avec la défonceuse, qui est assez spécial puisqu'il me permet de faire toute une série de queues d'aronde de tailles différentes et également de formes un peu différentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, je le demande très rarement, n'hésitez pas, abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés qui augmente. Et puis, un
petit pouce bleu, comme ça me permettra de voir si les gens regardent jusqu'au bout. Je regarderai si les pouces ont augmenté un petit peu par rapport aux autres vidéos. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!